On va peut-être reprendre. Professeur Fassi, oui? Je peux? OK. Bon, merci à tous. On va reprendre cette séance, la dernière de la journée, avant l'Assemblée générale. Cette séance sera surtout consacrée aux allergies alimentaires. Donc, je vais inviter le docteur Maud Deschamps-Flair, qui est pneumologue allergologue au Centre hospitalier régional de la Citadelle à Liège, en Belgique, qui va nous entretenir des deux sujets. Donc, on va l'aménager, qu'elle ne s'essouffle pas trop. Elle va nous parler dans un premier temps de l'intérêt des recombinants dans le diagnostic et la prise en charge des allergies alimentaires. Je pense que c'est vraiment extrêmement important. Ça permettrait de faire la part des choses, surtout pour ceux qui font les aliments, pour savoir quand est-ce qu'on peut laisser un régime, quand est-ce qu'on ne peut pas faire des régimes, qui n'ont pas de sens. Enfin bref, vraiment faire la part des choses. Et puis le prochain exposé viendra par après. À toi, Maud. Merci. Bonjour à tous. Donc, ceux qui n'ont pas encore vu hier, je voulais remercier la Maforcal et toute l'association d'allergologie marocaine pour leur accueil, particulièrement à Younes. Donc, j'ai mis volontairement intérêt clinique des allergènes recombinants, introduction, parce qu'en 25 minutes, il est totalement impossible de vous faire le topo des recombinants qui sont énormes. Voilà, il y a d'autres personnes, j'espère que vous verrez mes dias correctement. Donc, d'abord, quelques petites généralités. Il y a déjà eu un cours hier de Dunal qui était très très bien donné par Johanna Witt pour vous repositionner un peu les recombinants au niveau allergologique. Donc, on parle de recombinant. C'est donc un allergène qui a été recréé par génie génétique. On devrait plutôt parler d'allergène recombiné. On parle soit il est R recombinant synthétisé par génie génétique, N naturel, bien que ça ne change pas grand-chose au niveau de la prise en charge. Il faut savoir qu'au niveau de la disponibilité, même si ce n'est pas toujours facile et pas toujours remboursé, c'est clairement une énorme progression dans la connaissance des allergènes et au niveau des implications cliniques. J'ai choisi de présenter quelques exemples. Ce n'était pas possible de faire toutes les familles. Et c'est vraiment des outils très très importants au niveau de la prise en charge des allergies alimentaires une fois qu'ils sont contrôlés. Donc, vous avez soit l'allergène natif ou global. On pourrait donc parler aussi d'extrait allergénique qui contient plusieurs allergènes recombinants qui sont en fait contenus dans la molécule, comme par exemple dans l'arachide. Vous allez voir qui contient plusieurs allergènes, notamment RH1, RH2, dont je parlerai tout à l'heure. Un tout petit rappel au niveau de la nomenclature. Ça paraît compliqué, mais ça ne l'est pas. Donc, vous avez d'abord le bête, c'est la classe, l'espèce. Et puis après, vous avez Betula verrucosa, le petit V, c'est pour verrucosa. Et puis les numéros, en fait, c'est pas en fonction de l'importance, c'est plutôt l'ordre dans lequel ils ont été découverts. D'accord ? Donc c'est ça qui vous permet d'identifier. Ça paraît un peu chinois, mais retenez que vous retrouvez, par exemple, fléole P, DRP, et pour l'arachide, Arachis hypogea, simplement les deux premières lettres. Alors, globalement, c'est un peu simplifié comme schéma, mais ça vous permet d'avoir une idée. C'est ce que j'utilise moi comme schéma pour les patients, pour leur expliquer, parce que c'est vrai qu'ils peuvent avoir très très peur, par exemple, s'ils ont une allergie à la pomme, alors que ça peut être des allergies plutôt banales ou moins graves. Vous avez l'extrait allergénique natif, donc qui contient plusieurs protéines qui, par génie génétique, vont pouvoir être isolées. Et puis, à la place d'avoir un cap global, par exemple, pour le bouleau, ou si on est alimentaire pour la pomme, vous avez les différents recombinants qui peuvent être identifiés par les mêmes techniques d'immunocap classiques. Juste un petit mot par rapport à l'ISAC, mais je pense qu'il y a aussi moyen de vous faire toute une après-midi là-dessus. En Belgique, on utilise principalement l'ISAC. Je sais qu'en France, il y a aussi un autre technique dont j'ai oublié le nom, mais qui est plus ou moins le même principe. C'est une biopuce, en fait, qui permet un dosage. C'est un peu différent. À la place d'avoir une réponse en KU par litre, vous allez pouvoir plutôt avoir une intensité de réponse, donc la manière dont ça va briller, si on veut être un peu simplifié, qui va vous donner des valeurs ISU. C'est ce qu'on a discuté hier dans le cas que j'ai présenté. Donc, ça vous montre plus de 120 allergènes. Il y a tout le temps des nouveaux allergènes qui sont mis en évidence. En Belgique, en tout cas, le coût, c'est pas remboursé. On est à 180 €. Maintenant, j'insiste, je me permets de mettre la dia en sachant que c'est clairement des indications limitées et on ne fait ce type de dosage que si on est sûr de pouvoir l'interpréter. Ici, ça a un sens. À la place d'avoir des CAP et des KU par litre, vous allez plutôt avoir ce type de réponse en sachant que c'est quand même en partie équivalent. Alors, est-ce que les recombinants sont importants en allergie alimentaire ?
Oui, parce que sinon je ne serais pas là, évidemment. Un petit rappel de b.a.-ba de l'allergie alimentaire. Donc, c'est l'ensemble des manifestations cliniques qui sont liées à l'ingestion d'un allergène. Donc, en vocabulaire allergologique, on va l'appeler le trophallergène, avec un mécanisme d'hypersensibilité. C'est clairement à différencier des pseudo-allergies alimentaires dont on parlera plus tard aujourd'hui. Globalement, la fréquence est quand même très élevée. C'est surtout un problème de pédiatre au départ. 6 à 8% des enfants, heureusement une partie guérissent, et 2 à 3% des adultes. Il faut savoir que dans tout le tout venant de votre population, il y a un patient sur 5 qui pense avoir une allergie alimentaire. Donc c'est vraiment important de faire la part des choses pour pouvoir les rassurer avec des manifestations cliniques que vous connaissez qui sont variables. Ça, c'est un tout vieux schéma qui avait été repris par Johansson dans l'allergie en 2001. Je vous ai juste replacé peut-être là où les recombinants vont vous aider. Donc, savoir que quand vous avez une hypersensibilité alimentaire ou une intolérance, vous avez plutôt tout ce qui nous intéresse aujourd'hui comme allergologue, c'est plutôt les allergies alimentaires, soit IgE, soit non IgE, comme le beau cas qu'on avait eu hier d'entéropathie aux éosinophiles. Ici, savoir que mes recombinants, c'est surtout sur les types d'hypersensibilité type 1, donc IgE dépendante, qu'ils vont avoir un impact. C'est beaucoup moins évident dans le rôle pour les autres pathologies aux protéines et autres. Donc, je vous rappelle que votre rôle de l'allergologue, clairement, c'est l'interrogatoire. Donc, même si vous n'avez pas énormément de disponibilité ou de capacité à faire des tests en cabinet, c'est vraiment l'interrogatoire, les aliments, les cofacteurs, les antécédents, l'histoire du patient. Il faut passer du temps, il faut faire des enquêtes catégorielles. Les tests cutanés, même si on a des dosages biologiques, ça reste la pierre angulaire du diagnostic. Et alors, les IgE spécifiques se placent ici, avec le test de provocation labiale qui a quasi été abandonné partout, et le test de provocation orale et ou régime d'éviction en fonction de votre diagnostic. On insistera, et je pense qu'il y a un très bel exposé qui est prévu demain là-dessus, sur le fait qu'on ne fait des régimes d'éviction que si ça a du sens. Et je vous rappelle que chez les enfants, il faut aussi penser à réévaluer pour des réintroductions quand c'est possible. Donc, juste pour les recombinants, vous avez le produit natif, vous voyez, ça c'est l'arachide, la drôle de look. Ça c'est le kiwi, c'est plus ou moins tout ce qu'on peut trouver, en tout cas tout ce qu'on a identifié. Avec les prick tests qui vont vous montrer en fait que, oui, le prick test vous le faites à travers l'aliment, mais il faut savoir que par rapport aux recombinants, c'est pas toujours aussi évident, puisque vous avez par exemple des faux négatifs, la PR10, elle va être très peu représentée, et des faux positifs, on avait parlé des profils linéaires qui peuvent sensibiliser, vous donner un prick test positif sans que ça ait énormément de signification clinique. Il faut savoir que si vous testez votre aliment, on verra tout à l'heure pour les œufs par exemple, crus ou cuits, ça change aussi la donne. Donc tout dépend, est-ce que vous allez faire, est-ce que vous allez considérer que le patient a une vraie allergie alimentaire sévère, est-ce qu'il est simplement sensibilisé, est-ce que c'est une réaction croisée ou pas. Vraiment, les recombinants là-dessus sont une aide. Donc ça, je suis désolée, c'est un peu illisible. J'espère que le suivant le sera plus. Voilà. Donc ça, je vous rappelle les différentes. J'ai décidé de reprendre les différentes familles. Donc la PR10, on en a discuté hier. Ça donne plutôt un syndrome d'allergie orale, surtout dans le nord de l'Europe, jusque maintenant. Les LTP qui donnent plutôt des réactions sévères, par exemple les protéines de stockage ou les tropomyosines dont on va parler. C'est pour 3 premières que je vais exposer un peu plus tard. Donc quelques exemples, je n'ai pas choisi évidemment pas la possibilité de vous faire tous les recombinants disponibles actuellement, notamment sur les allergies fruits et légumes, c'est vraiment quelque chose où les recombinants peuvent énormément d'aide, notamment par rapport aux sensibilisations pour les PR10, par exemple les profilines, les LTP, il faut vraiment apprendre à faire la différence pour pouvoir orienter notre patient, savoir que vous avez aussi les recombinants du latex qui peuvent vous aider, et ça c'est une petite, pas exception, mais qui malheureusement n'est disponible que dans l'ISAC dont on a parlé hier, mais que probablement un peu moins fréquente. Donc, ça retenait, c'est un allergène majeur qui appartiennent aux protéines, en tout cas un allergène majeur dans les régions du nord de l'Europe. Donc, je pense que au Maroc, la sensibilité, vous n'avez pas encore, il n'y a pas encore exactement d'études épidémiologiques, mais probablement qu'on parlera un peu moins d'allergènes majeurs. Donc, ils sont présents dans de nombreux pollens ou des aliments d'origine végétale. Vous voyez ici le schéma de Thermo Fisher qui vous reprend toutes les réactions croisées avec le rôle du boulot au départ et puis tous les aliments qui peuvent avoir une co-sensibilisation avec, comme on explique aux patients, c'est important de leur expliquer qu'il y a une similitude en fait qu'on ne connaît pas, donc c'est très patient dépendant, avec par exemple des homologies qui peuvent être de 50, 60 ou 70%. Avec des
des tableaux cliniques qui peuvent être variables. Théoriquement, ce n'est qu'un syndrome d'allergie orale, donc la gorge qui gratte, on a une sensation de gonflement. À savoir qu'il faut quand même se méfier, notamment par rapport au soja, dont on parlera plus tard, ou des modifications gastriques. On a dans le nord de l'Europe pas mal de cas d'anaphylaxie, notamment chez des patients qui ont eu un bypass, où vous avez cette perte de digestion, vraiment avec un danger, ou les IPP, donc tout ce qui est oméprazole, qui vont diminuer l'acidité et faire que la protéine va persister et va pouvoir donner des réactions. On en a déjà parlé tout à l'heure et hier. Donc les profilines, savoir que c'est des allergènes mineurs, en tout cas dans le nord de l'Europe. Elles sont présentes aussi dans de nombreux végétaux. Elles peuvent clairement positiviter votre TAC et votre immunocap. Par exemple, pour la pêche, vous pouvez avoir un test pêche en IgE spécifique qui va être positif par la profiline. Elles résistent en milieu salivaire. Elles sont par contre partiellement détruites à la cuisson. C'est plutôt un souci pour les fruits et légumes, même si ça donne moins de symptômes. Mais vous pouvez quand même avoir des histoires avec des aubergines, des bananes, des melons, des litchis, des oranges. Les patients n'ont pas le même type de profil de sensibilité. C'est plutôt des syndromes d'allergie orale. Méfiez-vous quand même que ça donne parfois des symptômes systémiques quand il y a des cofacteurs. Donc il est vraiment clairement important d'adapter les choses en fonction de vos patients. Et vous voyez certaines qui ont déjà été identifiées. L'LTP, ça méfiez-vous, il y en a, c'est des panallergènes. Le problème, c'est que par rapport à la PR10 et aux deux précédents, ceux-ci, malheureusement, ils sont résistants d'une part à la chaleur et d'autre part à la digestion. On les retrouve partout, dans tous les fruits secs, les légumes, le riz, le blé, l'orge, dans tous les produits d'industrie alimentaire. Donc, par exemple, une PR10, vous pouvez dire au patient qu'il va pouvoir boire du jus de pomme. Là, pas de chance. Avec la LTP, c'est beaucoup plus compliqué. Les profils de sensibilisation sont complexes. Aussi des cofacteurs que vous allez pouvoir mettre en évidence au niveau de votre anamnèse. Classiquement, c'est des patients originaires du bassin méditerranéen. Méfiez-vous du cannabis qui peut clairement sensibiliser les patients. On verra un peu avec un régime d'éviction qui est adapté au cas par cas. Il est évidemment strictement inutile d'interdire toutes les classes de molécules quand vous avez une sensibilisation LTP. Ici, un petit rappel par rapport au cannabis qui donne en fait par sensibilisation par voie inhalée, donc des patients soit qui fument du cannabis, s'ils sont en présence de personnes qui fument du cannabis, vont être sensibilisés à Canes3, donc l'allergène majeur du cannabis, et puis malheureusement vont développer des allergies alimentaires assez carabinées et multiples. Alors, juste un petit rappel de risque par rapport au profil de risque. Retenez que ce dont vous devez vous méfier, c'est des LTP, des protéines de stockage, l'oméga 5 gliadine, on l'abordera tout à l'heure, et les PR10 dans certains cas, notamment dans les réactions pollen et plantes. Donc l'arachide, j'en parle ici juste brièvement parce que je pense qu'il y a moyen de faire tout un exposé rien que sur les arachides, mais c'est clairement quelque chose pour lequel, au niveau de l'allergologie, les allergènes recombinants, c'est vraiment un apport. Il faut savoir qu'il y a aussi une modification en fonction de la chaleur et du raffinage qui explique probablement les réactions différentes en fonction des régions. C'est un facteur prédictif, probablement développement d'autres allergies chez l'enfant. Il y a des réactivités aux fruits à coque, mais pas toujours. Alors, quel recombinant? Globalement, retenez que si vous devez, le trio gagnant, c'est ARAH1, ARAH2, ARAH3, qui sont toutes des protéines de stockage, je vous rappelle par rapport à mon petit dessin tout à l'heure, et qui vont vous donner plus de soucis. Si vous avez l'ARAH8, c'est la PR10, là vous êtes un peu plus rassuré. Malheureusement, il y a aussi une LTP, et été mis en évidence, pas mis en évidence, mais possible au dosage aussi, l'ARAH6, qui malheureusement donne aussi pas mal de problèmes. Les fruits à coque, vous savez que les allergies aux fruits à coque, c'est clairement un souci, avec des tableaux cliniques qui sont variables. C'est très difficile de faire la part des choses entre les allergies alimentaires sévères au niveau clinique, rien que par votre anamnèse par exemple, et les gens qui vont avoir juste un syndrome d'allergie orale. Donc la noisette, par exemple, c'est un souci puisqu'elle peut vous donner un syndrome d'allergie orale via la Cora1, mais elle peut aussi vous donner des réactions sévères, et l'allergie combinant vous aider, puisque vous avez Cora8, c'est la LTP, 9, 14, c'est les protéines de stockage. Je pense que quand vous avez une histoire pas claire de noisette, de douleur abdominale, ça vaut vraiment la peine d'avoir accès à ce genre de choses pour pouvoir adapter, puisque vous savez que si vous interdisez tout chez les enfants, vous allez faire des catastrophes. Donc on ne peut plus se permettre de faire ce genre de choses, et je pense qu'il faut vraiment faire la part de choses. Vous avez ici les protéines de stockage, je vous ai entouré ce qui était disponible pour les noix de cajou, pour les noix, et ici je suis désolée, c'est pas très lisible, pour les noix du Brésil. Disponible tout ça dans le livre de Leaki, dont je vous rendrai les références tout à l'heure. Ici, un petit mémo pour la noisette. Retenez Cora1, PR10, Cora8, LTP, Cora9, Cora14, protéines de stockage.